Cette vidéo est sponsorisée par Tenorshare, le spécialiste des solutions pour votre iPhone. Des solutions parmi lesquelles on trouve Rayboot, un couteau suisse qui va vous éviter bien des problèmes. Grâce à lui, vous pourrez en effet résoudre jusqu'à 150 problèmes graves comme ceux qui sont survenus chez certains utilisateurs après la mise à jour d'iOS 16. La solution peut notamment régler les problèmes d'écran noir ou encore le bug qui rend l'écran tactile insensible. Mieux, Rayboot vous permettra même de revenir sur l'ancienne version d'iOS en quelques clics et sans avoir besoin de connaissances techniques. Peu importe le problème que vous rencontrez, Rayboot sera vous aider. Écoute, c'est pas facile, c'est pas évident, il fallait prendre une décision, t'es canon, t'as énormément de charme, t'es futé, tu sais faire plein de choses, dans un tas de domaines différents, t'arrives à me surprendre, mais pas tout le temps non plus. Et en fait, je crois que c'est ça, le souci, il manque l'étincelle, il manque ce petit truc en plus. Maintenant, ça vient pas forcément de toi, hein. Je pense que c'est de ma faute. Et oui, vous l'avez compris, le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Le test de l'iPhone 14 Pro. Un test qui sera d'ailleurs un petit peu particulier, mais je ne vous en dis pas plus pour vous tenir en haleine. Et oui, j'ai suivi une formation de youtubeur, ça m'a coûté 40 000 balles, mais ça valait le coup. L'iPhone 14 Pro, c'est un peu comme une ex que tu revois après une dizaine d'années. Elle te donne l'impression qu'elle n'a pas changé, mais il y a plein de petits trucs qui ne sont plus vraiment pareils. Apple n'a donc pas été chercher très loin. Un boîtier en verre, une armature en acier inoxydable, des tranches plates, des bordures contenues autour de la dalle, le nouvel iPhone reprend tous les fondamentaux de la gamme. Cela vaut également pour le Ceramic Shield et la résistance à l'eau à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. On a donc une construction robuste, faite pour durer, mais l'iPhone 14 Pro a un petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, c'est la pilule qui remplace l'encoche. Une pilule un peu plus étroite, mais aussi un peu plus basse, et donc toujours aussi difficile à ignorer. Encore que ici, tout va dépendre vraiment des usages. Sur Safari, Twitter ou même Instagram, elle se fera très vite oublier. Votre attention sera de toute manière portée sur la partie centrale de l'écran. Devant un film, une série ou un jeu, en revanche, elle se fera un peu plus présente. Plus présente, mais pas forcément plus gênante. J'ai eu l'occasion de regarder pas mal d'épisodes de Cyberpunk Edge Runner sur l'iPhone 14 Pro, une excellente série que je vous recommande chaudement, et elle n'a pas ruiné mon expérience utilisateur. Surtout que cette pilule est intelligemment exploitée par iOS 16, et ce au travers de Dynamic Island. Pour faire simple, cette île est construite autour d'elle, et elle va vous permettre de garder la main sur certaines applications. Si vous lancez le calcul d'un itinéraire dans Plan, par exemple, et que vous quittez ensuite l'application, alors vous verrez apparaître autour de la pilule un pictogramme symbolisant la prochaine direction à prendre. Et il suffira d'appuyer longuement sur la pilule pour faire apparaître une petite fenêtre avec la distance à parcourir avant de changer de direction. Mieux encore, notre île peut accueillir pas moins de 2 applications en simultané, comme le lecteur musical d'Apple Music et un minuteur par exemple. Et un appui sur un côté ou l'autre vous donnera accès au choix, au contrôle de votre musique et au bouton du minuteur. Mais il n'y a pas que les applications qui ont le droit de séjour sur l'île d'Apple. La pilule affichera aussi l'état de la batterie lorsque vous poserez l'iPhone sur une station de charge, ou encore à l'état de la batterie de vos AirPods lorsque vous les glisserez dans vos oreilles. Alors tout ça c'est hyper sympa, mais est-ce que c'est vraiment utile? Alors je pense sincèrement que chacun aura un avis différent sur la question, mais en ce qui me concerne moi, l'île dynamique m'a beaucoup séduit. Elle m'a beaucoup séduit parce qu'elle me simplifie la vie. Grâce à elle, je peux par exemple poursuivre une conversation avec des potes tout en surveillant la direction que je dois prendre quand je me déplace. Et je peux aussi changer de piste directement depuis n'importe quelle application sans avoir besoin d'aller farfouiller dans le centre de contrôle ou sur l'Apple Watch. Et puis là-dessus, il faut aussi parler de la réalisation. Et là, franchement, Apple s'est fait très plaisir. Les animations sont hyper travaillées, hyper fluides, c'est beau, c'est vivant, et du coup, ça donne envie d'utiliser Dynamic Island. Pour moi, vraiment, cette fonction contribue à magnifier l'expérience utilisateur délivrée par l'iPhone 14 Pro. Et oui, parfois, j'ai l'âme d'un poète. Mais il y a une autre différence entre l'iPhone 14 Pro et le modèle précédent. Son module photo. Alors n'ayons pas peur des mots, ce dernier est gigantesque. À chaque génération, il prend de l'embonpoint, mais là on peut dire que la marque s'est surpassée. Et si l'agencement des capteurs et des optiques n'a pas changé, ces dernières dépassent tout de même un peu plus du dos du téléphone.
Ce qui veut également dire que l'iPhone 14 Pro ne sera jamais vraiment stable une fois posé sur le bureau. Enfin, pas à moins de lui enfiler une coque de protection. Et il vaudra mieux prévoir un gros stock de coton-tige pour nettoyer cette zone. Et puis bien sûr, il y a la couleur. J'ai opté pour le modèle noir et je ne regrette absolument pas mon choix. La couleur change en effet en fonction de la lumière ambiante. Parfois elle tire vers le gris, parfois vers le noir, et on a toujours l'impression d'avoir un téléphone différent dans la main. Bon, je plaisante un peu, faut pas pousser, mais le fait est que ce noir profond est vraiment très sympa. Même si j'avoue avoir aussi eu un faible pour la version mauve. Je l'avais déjà dit dans ma prise en main, mais l'écran envoie vraiment du lourd. La colo, le contraste, la luminosité, c'est un véritable sans faute et on s'en prend plein les yeux. Même en plein soleil. Là, l'iPhone 14 Pro pourra en effet monter à un maximum de 2000 nits. Et dans les faits, ça marche assez bien, du moment qu'il ne fait pas trop chaud. Vous le savez sans doute, mais iOS intègre un système de protection, et lorsque l'iPhone se trouve en surchauffe, eh bien l'appareil va automatiquement abaisser la luminosité de la dalle pour éviter de mauvaises surprises. Du coup, si vous vivez dans un endroit où il fait vraiment très chaud et si vous avez en plus tendance à beaucoup solliciter votre téléphone, alors vous aurez du mal à atteindre les 2000 nits. Enfin, en tout cas sur la durée. En prime, bien sûr, il y a aussi le ProMotion qui aurait dû être présent sur tous les iPhone 14, mais qui reste une fois encore réservé aux modèles les plus chers. Alors oui, c'est très agaçant, surtout qu'il apporte vraiment un plus sur les jeux les plus rapides ou même lorsqu'on fait rapidement défiler le contenu d'une fenêtre. Un bel écran donc et qui s'accompagne cette année d'une toute nouvelle fonction, le mode toujours allumé. Vous l'aurez sans doute deviné, mais ce mode permet de garder certaines informations à l'écran quand le téléphone n'est pas utilisé. L'heure bien sûr, mais aussi la date et les différents widgets de l'écran de verrouillage, avec une partie du fond d'écran en prime. L'iPhone va en effet conserver les informations du premier plan de l'image, une image qui sera légèrement assombrie pour limiter l'impact sur la batterie. Et lorsque ce mode sera activé, le taux de rafraîchissement tombera aussi à 1 Hz. Alors c'est pas bête, surtout que l'écran s'éteindra complètement lorsque vous basculerez en mode repos le soir, ou encore lorsque vous vous éloignerez de votre téléphone. Alors attention quand même parce que dans ce cas précis, il faudra impérativement porter une Apple Watch pour que cela fonctionne. Alors le résultat il est plutôt sympa, mais j'ai quand même noté deux problèmes. Le premier, c'est que ce mode est parfois trompeur. Plus d'une fois, j'ai cru que j'avais laissé mon téléphone déverrouillé alors qu'il était simplement en veille. Maintenant, sachez qu'il existe une astuce pour régler ce problème. Une astuce qui consiste à demander à iOS 16 d'assombrir encore un peu plus l'écran. Mais pour la mettre en place, il faut passer par les modes de concentration. La bonne nouvelle, c'est que j'ai publié récemment un short qui explique toute la marche à suivre. Je vous renvoie donc vers la chaîne. Et puis il y a le second problème, et ce second problème, eh bien, c'est tout simplement l'autonomie. Car oui, en dépit des précautions prises par Apple, le mode Always on Display a tendance à consommer pas mal. Et j'espère vraiment qu'Apple trouvera un moyen d'arranger la situation dans les prochaines mises à jour d'iOS. La puce A16 en revanche m'a laissé assez songeur. Je n'ai pas noté de gain significatif en termes de puissance entre mon iPhone 13 Pro et mon iPhone 14 Pro. Dans les deux cas, les téléphones répondent au quart de tour, même sur de gros jeux. Même chose pour la retouche photo ou toutes les tâches un peu gourmandes. Et à moins de passer vos journées à lancer des benchmarks, vous ne verrez pas non plus la différence. Et puis bien sûr, il y a l'autonomie. Sur son site, Apple annonce une journée, et dans les faits, c'est vraiment le cas. Je charge mon iPhone en règle générale le matin, et j'ai fini la plupart du temps la journée avec plus de 20%. Du moins avec des usages raisonnables, en poussant un peu le téléphone et donc en regardant des films, des séries, en jouant ou même en l'utilisant comme hotspot 4G, je finissais le plus souvent avec moins de 10%. Et à chaque fois, bien sûr, le mode Always on Display était activé. Alors bien sûr, en le coupant, on gagne un petit peu, mais sincèrement, je m'attendais à une plus grosse différence. Lors de mon dernier test, par exemple, je me suis réveillé avec 18% de batterie restante. Alors qu'en règle générale, et avec plus ou moins les mêmes usages, je suis plutôt autour des 10%. Maintenant, si vous partez en week-end et que vous oubliez votre chargeur, eh bien je pense quand même que vous aurez tout intérêt à le désactiver. Sur le papier, l'iPhone 14 Pro marque une rupture dans l'histoire de la gamme. Pour la première fois, il dépasse en effet les 12 millions de pixels de définition sur l'un de ses capteurs. Le capteur en question est le capteur principal. Un capteur placé sous le grand angle et soutenu par un système de stabilisation mécanique de nouvelle génération. L'optique est un peu moins lumineuse, elle ouvre à 1.78, mais le capteur est plus gros. C'est d'ailleurs la même chose pour celui qui est placé sous l'ultra grand angle. Si sa définition ne change pas, il gagne en taille et ses photosites seront plus gros. L'optique sera en revanche moins lumineuse sur le papier. Il faut cependant rappeler que la taille d'un capteur influe aussi sur l'ouverture ou plutôt les effets de l'ouverture
l'ouverture d'un objectif. Et puis nous avons le troisième capteur qui est identique à celui de l'année dernière. Il ne dépasse donc pas les 12 millions de pixels avec un zoom optique 3 fois semblable lui aussi à celui qui équipe l'iPhone 13 Pro. Alors bien sûr, avec autant de changements, je m'attendais à une véritable révolution. Mais comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, l'effet waouh n'a pas été là. En réalité, c'est vraiment en me lançant dans le comparatif photo entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 13 Pro que j'ai vu des différences. Et il a fallu zoomer très fort. Premier constat, les trois focales offrent un rendu colorimétrique identique. Il n'y a pas de différence de l'une à l'autre. Le piqué bien sûr est omniprésent et la dynamique est elle aussi très bonne. L'iPhone 14 Pro arrive à récupérer beaucoup de détails dans les hautes lumières et dans les ombres. Il reste efficace même dans des conditions lumineuses difficiles. L'ultra grand angle déforme un petit peu les lignes mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout qu'il se montre très efficace dans toutes les situations et même en pleine nuit. Le zoom finalement est presque la focale qui m'a le plus surpris. Je m'attendais à peu d'évolution par rapport à l'iPhone 13 Pro, mais j'ai pu constater grâce à mon comparatif qu'il était plus efficace en basse luminosité. Il gère en effet un peu mieux la lumière émise par les lampadaires et les enseignes lumineuses. Photonic Engine n'est donc pas uniquement un argument marketing. Le mode portrait est toujours aussi efficace, alors certes, les photos tirent un poil vers les teintes chaudes, mais cela met en valeur les sujets photographiés. En basse luminosité, l'iPhone 14 Pro fait d'ailleurs un peu mieux que l'iPhone 13 Pro. Il se débrouille aussi bien sur la macro, même lorsque la lumière n'est pas idéale. Les photos sont précises. En revanche, le passage du mode normal au mode macro est toujours aussi chaotique. Il sera clairement préférable d'activer le bouton pour éviter de mauvaises surprises. Il faut finalement shooter en ProRAW pour profiter de la pleine définition du capteur principal, et donc de ses 48 millions de pixels. Le résultat est intéressant et cette belle définition donne pas mal de souplesse en post-production, ne serait-ce que pour le recadrage. Et en comparant les ProRAW de l'iPhone 14 Pro à ceux de l'iPhone 13 Pro, j'ai également pu constater qu'on gagnait en détail. La dynamique me paraît aussi un peu au-dessus. En revanche, un côté logiciel, et à l'heure actuelle ça reste un petit peu compliqué. Lorsque vous importez les DNG pris avec l'iPhone 14 Pro sur Lightroom ou Photoshop, vous vous retrouvez avec des images extrêmement sombres. Et il faut donc les réexposer manuellement, ce qui est quand même assez casse-bonbon. J'espère donc qu'on aura bientôt une mise à jour côté Adobe. Maintenant, si vous galérez, sachez que si vous ouvrez ces mêmes DNG dans Photo, là, il n'y aura aucun problème d'exposition et vous pourrez donc les retravailler rapidement avant de les exporter. Par contre, attention au point, en moyenne, les photos prises dans ce format pèsent 80 mégas et j'ai même réussi à dépasser les 130 mégas sur certains clichés. Ça pique un peu. L'iPhone a toujours été bon en vidéo et ce n'est pas l'iPhone 14 Pro qui va briser la tradition. Il se révèle extrêmement efficace dans cet usage. En 4K, il sera capable de produire des images extrêmement piquées avec une belle dynamique et une très bonne gestion du flou d'arrière-plan. Les couleurs seront naturelles et on appréciera la mise au point à la fois précise et rapide. Si besoin, il sera même possible de monter à 60 images par seconde pour réaliser de beaux ralentis en post-production. Quant à la stabilisation, elle est tout bonnement diabolique, à un point tel qu'il sera parfaitement envisageable de filmer à main levée. Seul bémol, le zoom optique s'avère peu efficace par rapport aux autres focales. Enfin, surtout lorsque la lumière vient à manquer. C'est la nouveauté de cette année, l'iPhone 14 propose en plus un mode action. Accessible en une tape, il est censé améliorer la stabilisation. Et dans les faits, c'est bien le cas. Maintenant, cette fonction se paye au prix fort. L'iPhone opérera en effet un recadrage en 2,8K et il ne sera donc pas possible de filmer en 4K sur ce mode. Pire encore, dès que la lumière manquera, l'image bruitera énormément et sera purement inexploitable. Et puis bien sûr, il y a le ProRes, qui met toujours une grosse claque. En pleine lumière, les images sont saisissantes, elles crépitent de vie. Et le plus beau reste à venir. On peut en profiter sur toutes les focales, même sur la caméra frontale. En revanche, et comme je l'avais déjà dit, il faudra impérativement avoir un iPhone de 256 Go au minimum pour pouvoir filmer en ProRes 4K. En 128 Go, vous serez limité au 1080p. Il faut également noter que le codec proposé sur les iPhones est en réalité le ProRes 422 HQ. Et vous aurez intérêt à prévoir du stockage. Le clip de 10 secondes pèse tout de même plus d'1 giga. Bonne surprise au niveau de la caméra frontale, on a une fois encore un piqué qui est omniprésent et puis surtout, elle offre de meilleurs résultats en basse luminosité grâce à son optique très lumineuse. Sans compter qu'il y a aussi l'autofocus qui apporte réellement un plus au niveau des prises de vue. Et je vais m'arrêter là pour l'instant parce que cette année, j'ai décidé de changer un peu les règles et de couper le test de l'iPhone 14 Pro en deux parties.
ou plutôt de faire 2 tests. Il y a donc cette vidéo que vous êtes en train de regarder, qui est un test global, général, et puis dans un second temps, il y aura une deuxième vidéo qui sera exclusivement dédiée à la photo et à la vidéo. Parce qu'en fait, j'ai vraiment plein de choses à vous dire sur ces sujets. Et ce sera notamment l'occasion d'examiner à la loupe chacun des modes proposés, et notamment le nouveau mode cinématique en 4K. Du coup, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous. Par contre, je vous préviens, je ne sais pas du tout comment je vais le tourner, et je n'ai pas la moindre idée de son déroulement. Il va donc falloir me laisser un petit peu de temps. Et donc le moment est venu de conclure, et vous le savez, c'est pas franchement le moment que je préfère, parce que c'est compliqué d'avoir l'esprit de synthèse. Si je devais résumer tout ce qu'on vient de voir, eh bien je dirais que l'iPhone 14 Pro est un bon produit, et même un très bon produit. Cela étant, je n'ai pas eu le coup de cœur. Alors je sais, je peux être un petit peu difficile parfois, mais voilà, on a un design qui est très sympa, Dynamic Island j'adore, on a une puce qui me paraît plutôt puissante, on a une autonomie qui est correcte, on a de belles choses sur le terrain de la photo et de la vidéo, mais voilà, je m'attendais vraiment à un bouleversement. Je m'attendais à un bouleversement parce que sur l'iPhone 14 Pro, on est quand même en présence d'un tout nouveau module photo, avec pour la première fois dans l'histoire d'Apple, un capteur de 48 millions de pixels. Et forcément, je m'attendais à un gros gap entre ces deux générations. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas, du moins pas à moins de basculer en ProRAW, où là on verra effectivement une nette différence. Alors je sais, il n'y a qu'une seule génération qui sépare les deux appareils, mais l'expérience m'a appris que parfois les constructeurs arrivent à nous mettre des claques d'une génération à l'autre. En tout cas pour la photo. Et le meilleur exemple bien sûr reste celui de Google et des pixels, qui pour moi aujourd'hui sont quand même parmi les meilleurs photophones du marché. Je peux également citer l'exemple du Oppo Find X5 Pro qui m'a mis une belle claque au niveau de la colorimétrie avec des teintes très naturelles qui résultent d'un partenariat étroit entre la marque et Hasselblad, ou même Samsung et son fameux zoom 10 fois qui est tout simplement bouleversant. Maintenant, bien sûr, si vous venez d'un iPhone 10, d'un iPhone 10S, d'un iPhone 11 ou encore d'un iPhone 12, alors oui, vous verrez une différence, encore heureux. Mais voilà, est-ce que vous aurez réellement intérêt à vous diriger vers l'iPhone 14 ou est-ce qu'il ne sera pas plutôt préférable de vous tourner vers l'iPhone 13 Pro? Ça, j'avoue que c'est une question qui mérite d'être posée. Mais je vais bien sûr m'abstenir de vous dire ce que vous avez à faire de votre argent. Simplement, pensez à regarder mes autres vidéos sur le sujet pour avoir au moins tous les éléments en main au moment de faire votre choix. Et je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité. On vient de dépasser les 53 000 abonnés. J'avoue que c'est pas mal parce qu'il y a une semaine en arrière, on était juste à 50 000 abonnés. Donc c'est plutôt cool. Ça fait même plaisir. Et comme à chaque fois, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. Vous pouvez liker la vidéo, la partager ou encore vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!